Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue à ce nouveau club digital de l'idée. Le sujet ce soir, c'est écologie et digitalisation. Est-ce conciliable? Alors, le sujet peut paraître un petit peu bizarre, mais vous allez voir, on va vous clarifier pourquoi c'est vraiment un sujet. Et pour vous présenter tout ça ce soir, nous sommes accompagnés de trois experts, à savoir Fanny Lamarque, à savoir, voilà, exactement, Samy Fatine et Bonsoir. Guillaume Blanc. Voilà. Donc, hop, ça y est, j'ai perdu ma souris, moi. Hop, j'y suis, c'est bon. En gros, l'idée de ce titre bizarre, c'est qu'en fait, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qui est très, très largement sous-estimé par les différents utilisateurs ou les différents DET de manière générale. Et donc pour ça, au-delà de l'introduction, nous allons quelque part vous expliquer quel est le problème, ce qui est une démarche un petit peu bizarre. Mais en fait, un des vrais sujets derrière cette question, c'est que les gens ne voient pas le problème. Ensuite de ça, comment essayer de limiter la problématique, voire la supprimer si jamais certains ont de belles idées autour de ça. Ensuite, une conclusion et donc des questions-réponses. Et voilà, et donc je passe la main à Guillaume qui va nous faire la première partie, à savoir l'introduction. Guillaume, à toi. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu parler de ce sujet? Tout simplement, c'est que c'est un sujet d'actualité. Le dérèglement climatique, il s'accélère. C'est un fait, c'est prouvé. Et on sait que les records caniculaires vont encore augmenter. On sait que ça a un impact justement sur nous au quotidien, mais ça a aussi un impact sur les entreprises. Au niveau macro, ça peut mettre à l'arrêt toute une industrie, ça peut impacter le chiffre d'affaires d'une entreprise. Et au niveau des directions de l'environnement de travail, ça a aussi un impact. Pour prendre un cas très simple, en fonction de la température, de si votre bâtiment dispose d'une clim, si les collaborateurs en ont chez eux, les taux d'occupation vont varier et ça va avoir un impact. La température va aussi avoir un impact en fonction justement par rapport à votre consommation énergétique. Le deuxième sujet, c'est que les DET, les entreprises sont aussi dans l'obligation de se digitaliser pour préserver leur compétitivité et leur talent. Oui, puisque le digital, ça a clairement un moyen pour gagner en efficience et en efficacité. Et c'est d'autant plus vrai dans l'après-Covid. On l'a vu notamment dans le monde de l'environnement de travail qu'il y a eu une digitalisation qui s'est fortement accélérée sur les dernières années. Quand on a commencé à travailler sur ce sujet avec le Club Digital, on s'est dit si l'écologie et la digitalisation, c'était conciliable. Mais si vous suivez l'actualité et notamment les progrès qu'on voit en IA, par exemple, avec du ChatGPT, demain, la question qu'on va peut-être se poser, c'est est-ce que écologie et IA, est-ce conciliable? Donc, c'est pour montrer que c'est que le début de la question et qu'elle va se poser encore plus fort dans les prochaines années. C'est un sujet qui est compliqué, transverse, donc on voudrait clarifier ça en expliquant qu'il n'y a aucune réponse évidente, simple. Aujourd'hui, le but de ce club, c'était justement d'aborder des pistes de solutions, vous donner des éléments de réflexion pour vos prochains achats et avoir conscience justement de cet impact écologique. Et avant d'aller plus loin, on voulait s'attarder aussi sur une définition, puisque le mot digitalisation, en fait, c'est un faux ami. On confond souvent en français ce que c'est la digitalisation, la numérisation, tout simplement parce que ça vient de l'anglais digitalisation et digitization. Donc, pour reprendre les définitions, qu'est-ce que c'est? La numérisation, ça consiste à convertir des documents papier en fichiers documents numériques. Un exemple concret que vous voyez au quotidien, ça peut être la numérisation des factures. Ça permet notamment d'avoir une meilleure traçabilité. Et en fait, les lois nous poussent de plus en plus justement vers ce type de système-là. Le deuxième sujet, c'est la digitalisation. Et donc là, en fait, c'est le processus qui consiste à rendre les flux de travail et les process plus faciles et plus efficaces en utilisant les informations digitalisées. Donc là, c'est quelque chose qui, à l'époque, qui ne passait pas par le digital. On trouve notre moyen via le digital. En gros, le papier est remplacé par du logiciel.
Alors, quel est le problème sur ce sujet? Aujourd'hui, on a identifié avec l'équipe un certain nombre de problèmes. On a tout premièrement la consommation énergétique accrue. En effet, la digitalisation, elle peut engendrer une demande croissante en énergie pour les data centers, par exemple, les appareils électroniques et la fabrication de matériel informatique. Un exemple assez rapide, le cloud computing, c'est le stockage massif de données sur le cloud qui nécessite des centres de données gourmands en énergie. Et donc, certains fournisseurs de services de cloud vont s'efforcer et doivent se forcer à utiliser des sources d'énergie renouvelables pour alimenter ces centres. On a également l'augmentation de la consommation énergétique qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre et à la dépendance aux énergies fossiles. Guillaume a parlé d'IA, intelligence artificielle. Les modèles d'IA, ils sont assez complexes et nécessitent des puissances de calcul importantes qui contribuent à la consommation d'énergie. Et donc, des recherches sont en cours pour développer des architectures d'IA un petit peu plus économes en énergie. Le problème numéro 2 qu'on a identifié, c'est l'obsolescence rapide. On parle de technologies numériques qui évoluent rapidement, conduisant à une obsolescence précoce des appareils électroniques. On a par exemple la conception modulaire, donc ça encourage la conception d'appareils avec des composants interchangeables qui permet aux utilisateurs de mettre à niveau ou de remplacer les parties spécifiques plutôt que de changer complètement l'appareil. Dans ce même problème, on a le remplacement trop fréquent des équipements qui contribuent aux déchets électroniques et donc à l'exploitation de ressources naturelles. La réparation facilitée, par exemple, qui est le mouvement en faveur du droit à la réparation, qui incite à concevoir des produits avec des pièces détachées facilement accessibles et prolongeant ainsi la durée de vie du produit. Pour le problème numéro 3 qu'on a identifié, on s'est intéressé à l'impact environnemental de la production. La fabrication donc de dispositifs électroniques nécessite des matières premières rares et des processus chimiques nocifs pour l'environnement. Avec l'extraction des matériaux, par exemple, c'est l'extraction de métaux rares pour la fabrication d'électronique peut entraîner des problèmes environnementaux. Et donc, les efforts visent à développer des technologies de recyclage plus efficaces. On a aussi l'extraction minière, donc la production de plastique et l'élimination des déchets qui sont autant de domaines où la digitalisation a des répercussions environnementales très très fortes. On parle donc, comme vous le savez, de RSE, responsabilité sociale, sociétale, comme vous voulez, des entreprises. On intègre des pratiques de RSE pour minimiser l'impact de leurs opérations sur l'environnement et on s'engage sur des chaînes d'approvisionnement plus durables. Merci Thierry. Le problème numéro 4, on a identifié la gestion des données. Donc la collecte massive de données numériques pose des défis pour leur stockage et leur traitement. On a l'explosion des données avec donc l'augmentation exponentielle de la quantité de données qui nécessitent des solutions efficaces de gestion, qui encouragent le développement de technologies telles que la compression de données et l'optimisation des algorithmes. On a des centres de données surdimensionnés qui contribuent à une utilisation inefficace des ressources et à une augmentation de la consommation énergétique par conséquent. On peut parler de edge computing, qui est le déplacement qui consiste à déplacer une partie du traitement des données vers des périphéries du réseau, réduisant donc la nécessité de transférer d'énormes quantités de données vers des centres de données centraux. Concernant le problème numéro 5, on parle d'économie circulaire. Donc ici, le concept d'économie circulaire dans le contexte de la digitalisation, c'est de souligner la nécessité de réduire, réutiliser et recycler les produits électroniques en fin de vie. C'est des programmes de recyclage qui encouragent donc la collecte et la réutilisation appropriée des produits électroniques en fin de vie. Il y a aussi, et ce qui est primordial, il faut examiner les programmes de recyclage menés par les entreprises et inciter à la conception en amont de produits plus durables. L'éco-conception, par exemple, ou responsabilité, je ne sais pas le terme que vous pouvez entendre ou utiliser, qui consiste aux entreprises d'adopter des pratiques d'éco-conception pour minimiser les déchets et maximiser la recyclabilité
très dur à dire ce mot, pour les produits. Le problème numéro 6, c'est l'innovation verte. Nous pouvons utiliser les innovations technologiques visant à réduire l'impact environnemental pour les technologies propres, les énergies renouvelables et les solutions intelligentes pour une utilisation plus efficace des ressources. On a la technologie propre avec le développement de technologies électroniques utilisant des matériaux moins toxiques et des processus de fabrication plus propres. Et on a également l'énergie renouvelable avec l'intégration de sources d'énergie renouvelable pour alimenter les opérations numériques, y compris les centres de données. Et pour finir, le dernier problème que nous avons identifié reste la réglementation et les normes que l'on connaît tous. On dispose en France et dans le monde entier, comme vous savez, de plusieurs réglementations en vigueur concernant l'éco-conception des produits et la gestion des déchets électroniques. Donc les normes obligent les fabricants à concevoir des produits électroniques plus économes en énergie et donc par conséquent plus durables. On n'oublie pas d'aborder l'implication potentielle des normes de durabilité pour les entreprises et la manière dont elles peuvent s'adapter pour rester conformes. On a la gestion des déchets électroniques. Des réglementations sur ce sujet imposent des normes très strictes pour la collecte et le traitement des déchets électroniques. Voilà pour les problèmes que nous avons identifiés. Oui, donc merci Fanny. Alors, effectivement, quand on entend toute cette liste de problèmes, on peut se dire que ça y est, on est tous foutus, c'est la fin des haricots, il n'y a rien à faire. Et pour autant, en fait, en réalité, pour ceux qui n'ont pas déjà démarré, il faut se lancer. Alors, il y a deux choses. Hein. Déjà, il y a, dans cette liste, cette litanie des problèmes, et certainement qu'elle est non exhaustive, il faut se dire que chaque problème, en vérité, c'est une immense opportunité. Parce que les problèmes, ils existent. Et les solutions, il faut encore les apporter. Donc, en réalité, dans cet exercice et cet effort de digitalisation qui doit être mené, non pas, qui de toute façon est déjà mené d'un point de vue industriel, hein, on ne va pas se le cacher, mais qui, en même temps, peut trouver, être une source d'opportunité pour réduire l'empreinte carbone des entreprises. Alors, en réalité, le chemin, il est déjà engagé. Hein, c'est un peu le titre de la slide. Il faut se lancer pour ceux qui ne se sont pas lancés. Et pour ceux qui se sont lancés, je dirais, il faut continuer la démarche. En réalité, la réglementation qui est en place et qui est en vigueur va nous obliger à digitaliser parfois, lorsque c'est nécessaire, pour réduire l'empreinte, je dirais, matérielle carbone, donc par exemple le papier qui a été cité tout à l'heure, mais aussi et d'une manière générale, d'avoir à cœur de mettre en place des processus optimisés qui vont permettre la réduction de l'empreinte carbone. Nous, dans notre domaine, on ne va pas parler de la digitalisation au sens large, parce que ce serait déjà assez trop ambitieux certainement, et puis finalement assez peu concret. L'idée, c'est peut-être de circonscrire le domaine de notre échange autour de la digitalisation et des projets de digitalisation vertueux de l'environnement de travail, des bâtiments, pour ce qui nous occupe. Et on voit que la législation, elle est déjà, et la réglementation, elle est déjà quand même relativement importante, que ce soit les approches RSE qui datent déjà, les nouveaux décrets BACS qui touchent certaines organisations, notamment publiques, avec l'introduction et l'obligation d'introduire des outils notamment de pilotage et des bâtiments, comme des GTB, GTC notamment. Mais les réglementations européennes, donc le CSRD, et puis c'est vrai, à la marge, on a tout ce volet de facture numérique qui peut paraître assez anodin, mais souvent quand même il y a toute la partie fourniture de papier qui existe, les coûts aussi qui sont liés à l'acheminement des plis, tout ça va avoir a un impact direct sur non seulement la numérisation, mais aussi l'impact carbone que l'entreprise va avoir. Alors c'est vrai que si on doit se lancer, parfois ça peut paraître assez difficile, mais prendre, encore une fois, les problèmes comme les réglementations, comme des opportunités, c'est un bon moyen d'entrer dans les sujets. Parce qu'en fin de compte, la réglementation, c'est aussi une feuille de route, hein, quoi qu'on en veuille, et c'est aussi un mode d'emploi. Le sujet, il est souvent... donc ça peut permettre de prioriser les actions. Et je pense que si on se pose la question de l'effort de digitalisation qu'on doit entreprendre, j'ai souvent tendance à dire, y compris d'ailleurs parfois à des clients, il faut savoir commencer humblement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas que les grands projets de digitalisation qui valent la peine d'être menés. Parfois, des projets, étape par étape, des petits projets, ça permet déjà de démarrer.
Et puis évidemment, il y a toute la logique de finalement de rendre les choses concrètes, phasées et puis d'aller mesurer au fur et à mesure, l'impact qu'on peut avoir. Ce que souvent on oublie aussi, c'est que même pour ceux qui n'ont pas lancé des projets de digitalisation et de projets de réduction de leurs émissions carbone autour de ces projets de digitalisation, c'est que souvent, en réalité, on ne part pas de zéro. Et que ce soit, au sein des organisations, que ce soit déjà les outils dont on dispose, que ce soit des GTB, GTC, non pas des BTB, GTC, mais ou que ce soit des équipements connectés, des IoT qui ont été mis en place, parfois d'ailleurs par vagues successives avec des technologies parfois anciennes, que ce soit les GMAO par exemple aussi, qui sont souvent mises en place, ou les portails de services, qui ne sont pas forcément d'ailleurs internes à l'entreprise, qui peuvent aussi être chez vos fournisseurs, chez des prestataires de services, chez des propriétaires. Il y a déjà une première couche de digitalisation qui existe et qui n'est pas forcément bonne à jeter à la poubelle, loin de là, mais qui peut être un vrai socle pour aller rendre plus vertueux finalement ces processus de digitalisation. Je pense notamment aux couches de capteurs et d'IoT qui ont pu être mises en place dans le temps, avec parfois des installations onéreuses et coûteuses. Il faut savoir, ou même des GTB un peu anciennes, il faut savoir que ces outils-là, aujourd'hui, si on n'est pas amené à les remplacer, on peut mieux les utiliser. Et il existe des couches aujourd'hui d'appliances, de petits IoT qui viennent se greffer dessus, qui peuvent les rendre beaucoup plus communicants, qui sont totalement agnostiques et qui vont permettre de mieux exploiter ces outils qui sont parfois présents mais laissés en jachère et qui finalement n'apportent pas le bénéfice qu'on pourrait escompter. Thierry, bon, merci. En substance, un mauvais projet, c'est un projet qui n'a pas commencé. Ça, c'est certain. On peut finalement toujours regarder le verre à moitié vide et se dire, oui, mais enfin, attention, un projet de digitalisation, je vais aller installer, par exemple, des capteurs pour aller récupérer de la donnée d'utilisation de mon bâtiment pour pouvoir réduire, par exemple, ou optimiser la consommation d'énergie, le chauffage à certains étages, ou je ne sais quoi. Enfin, tout ce qui peut être lié à l'occupation et à l'optimisation de ces espaces de travail. Tout ça a généré beaucoup de données. Finalement, ça consomme beaucoup. Est-ce que vraiment c'est si vertueux que ça? En fait, on s'est posé la question en préparation de cet atelier ensemble avec l'équipe. Et il en ressort quand même un consensus, c'est que de toute façon, il y a une marche forcée qui est à prendre si on veut atteindre les objectifs qui sont les nôtres de réduction des émissions carbone et donc la température sur la planète. Et finalement, rien n'est parfait. Mais commencer, c'est déjà avoir une action. Et il faut se dire que si les outils qu'on utilise aujourd'hui pour emprunter ce chemin des réductions des émissions carbone sont imparfaits, sont parfois mal localisés, ce qui engendre des problématiques de surconsommation d'énergie dans les flux de données, ou alors sont avec des appareils qui sont fabriqués en Asie et qui prennent des bateaux terriblement polluants pour arriver jusqu'à nous. C'est Thierry qui disait en préparation que le fret, finalement, c'est la première source d'émissions carbone avant le bâtiment, ou le contraire, ou le bâtiment puis le fret, je me souviens plus ce que tu disais, Thierry. C'est le bâtiment et ensuite les transports, sachant que dans le transport, et de très loin, ce qui émet le plus de CO2, c'est le fret et le fret maritime. Voilà, exactement. Donc on comprend assez facilement que de ramener tous ces petits bidules d'Asie pour les mettre dans nos bâtiments, ça peut être augmenté finalement dans un premier temps l'empreinte carbone du bâtiment, si on y ajoute le fret. Mais en réalité, l'optimisation qui va être faite ensuite de l'usage du bâtiment vont complètement compenser ces besoins. Et encore une fois, c'est un processus long, c'est-à-dire que Fanny évoquait la dette carbone de la production de données en masse et aujourd'hui très clairement aussi probablement inutile, c'est une production d'un nombre considérable de données inutiles. Mais ça, c'est un cheminement, c'est-à-dire que non seulement aujourd'hui on voit, et ça c'est un des vrais sujets fournisseurs, on voit aussi que émerge de plus en plus dans les projets
de nouveaux data centers, des data centers qui sont prévus d'être plus vertueux, bon, plus économes, plus efficients d'une manière technique, mais aussi qui permettent, par exemple, d'utiliser la chaleur produite pour chauffer des écoquartiers. En fait, on réutilise. C'est-à-dire que ce qui était autrefois une pollution devient une ressource qui est finalement valorisée, et là aussi dans une démarche, je dirais, secondaire, de produire encore d'autres réductions d'émissions de carbone en bout de chaîne. D'une manière générale, de la même manière, on voit qu'il y a une production d'IoT, par exemple, qui se relocalise et qui fait que ça vient considérablement réduire la dette carbone de la production de ces outils. Et puis Fanny évoquait aussi le recyclage, et c'est vrai que les filières de recyclage technique permettent aujourd'hui de relocaliser aussi des outils de seconde main et font baisser la dette technique. Il ne faut pas forcément, et c'est ça le message, observer la dette technique d'une digitalisation aujourd'hui, seulement à l'heure d'aujourd'hui, mais il faut l'introduire, je dirais, dans un schéma à plus long terme qui va permettre donc tous ces recyclages, toute cette approche de sustainability autour de ces outils, et en même temps aussi tenir compte du fait qu'on n'est qu'au début de l'utilisation des données qui vont être produites et des usages qui vont être produits. Aujourd'hui, on voit tous très bien comment on peut réduire les émissions carbone en réduisant le chauffage grâce à des capteurs qui vont nous donner des meilleures informations sur la manière dont sont occupés nos espaces. Mais toute cette donnée produite va permettre aussi d'apporter de la matière aux IA, aux algorithmes, pour aller demain mieux prédire, par exemple, la production d'énergie. Vu qu'on a des difficultés à la stocker, c'est mieux la prédire, et demain également permettre aux usagers de mieux gérer la manière dont, par exemple, l'inertie de leur bâtiment peut être prise en compte dans la manière de consommer de l'énergie, quand il s'agit d'énergie, mais ça c'est vrai avec plein d'autres choses. Quand il s'agit d'IA, on est aujourd'hui beaucoup en train d'alimenter une IA qui demain saura mieux que nous comment finalement utiliser ces données, et qu'est-ce qui est de la donnée pertinente et de la donnée non pertinente. Je prends un exemple qu'on évoquait d'ailleurs pour ceux qui étaient présents à Cannes la semaine dernière, ce fameux compte-rendu RAS que certains d'entre vous vous arrachez les cheveux lorsque vous voyez les comptes rendus, par exemple, des techniciens avec du RAS. RAS, ça veut rien dire, mais l'absence de RAS, par exemple, devient une indication. C'est là que la volumétrie, en fait, parfois échappe à l'entendement, à notre propre capacité à analyser, mais dans un mécanisme de machine learning d'une IA, ça peut prendre quand même du sens et apporter quand même de la valeur in fine. Donc, encore une fois, on est qu'au tout début. Et puis, il y a là où on a en revanche des actions à mener ensemble, c'est de se dire que oui, à chaque élément, à chaque maillon de cette chaîne, qui est une chaîne de valeur de réduction des émissions carbone de la digitalisation, il y a des axes d'amélioration. Et c'est là que il y a aussi à s'associer des fournisseurs, des partenaires qui sont à même de s'engager ensemble sur une feuille de route de réduction aussi de leur empreinte carbone, soit par l'adoption de nouvelles technologies, soit par la compensation. Enfin, et c'est un peu lié, hein, c'est-à-dire qu'on l'a compris, c'est un cycle long finalement. Donc, l'ennemi finalement, c'est le faire et refaire, c'est l'investissement pour la disparition, pour finalement le fait de travailler un peu à vide et d'alimenter une pompe de consommation et de surconsommation et inutile, que ce soit en outils ou en solution d'ailleurs. Et donc toute la difficulté, c'est de s'inscrire dans une logique de pérennité des investissements et surtout de pérennité de la démarche. Effectivement, aujourd'hui, l'offre, elle est diverse. On pourrait dire que même elle est tellement pléthorique qu'on finit par s'y perdre et pas vraiment être capable de juger laquelle est la meilleure ou qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur. Mais il y a quand même des bons réflexes, hein, et ces réflexes, ils sont finalement assez évidents. Je pense que tous, ça nous parle. Ce soit d'aller dans des logiques de proximité, hein. Aller acheter des capteurs à l'autre bout du monde, s'il y en a qui sont produits en Île-de-France, j'ai envie de dire, allez, faisons choix. C'est un exemple un peu facile hein, que je prends à la proximité, mais coucou.
Il y a aussi donc privilégier des circuits courts pour déjà, dans un premier temps, faire disparaître déjà l'empreinte carbone du fret, mais aussi, pourquoi pas aussi, valoriser des filières, parce qu'on est tous dans la logique de valoriser des filières locales qui vont nous amener, qui sont toujours des approches bénéfiques. La pérennité des acteurs, ça aujourd'hui, c'est sûr que je pense que tous les jours, il y a 100 nouvelles solutions, 100 nouvelles micro-solutions qui naissent, micro d'appareils, des nouveaux capteurs, tout ce qu'on veut, mais en réalité, il faut aussi regarder comment c'est fabriqué, qui fabrique, et pourquoi, parce que ces organisations-là sont à même de s'engager elles-mêmes dans des programmes, je dirais, vertueux de développement durable, que ce soit à travers des certifications, hein, ça a déjà été plus ou moins évoqué, mais aussi, et Guillaume en parlait, il y a parfois des organisations qui ne peuvent pas soutenir des grands programmes de certification ISO ou EcoVadis ou autres, mais qui peuvent aller vers des organisations qui viennent faire des équivalences. Hein, tu me parlais c'est comment ça s'appelait typiquement, nous, aujourd'hui, Green quelque chose que tu évoquais l'autre jour, Guillaume. Exactement. Nous, aujourd'hui, typiquement, on n'avait pas le moyen de prendre une certification. Ah, il est figé. Bon, il y a des organisations qui permettent aux startups et aussi aux plus petites organisations de suivre finalement des programmes, des équivalences de programmes à leur mesure et qui leur permettent de fonctionner. Oui, tu disais, Thierry? Oui, Samy et Guillaume, on l'entendait. Je pense qu'il n'y a que toi qui ne l'entends pas. Ah, bon, s'il n'y a que moi qui ne l'entends pas, je vais t'en parler, Samy. Tu peux me répéter ce qu'il a dit, comme ça je le sens. Vas-y, Guillaume, vas-y, Guillaume. Là, tu m'entends toujours pas, Samy? De mon côté, il est figé. Je pense que si tu veux bien répéter ce qu'il disait, Guillaume, s'il te plaît. Du coup, je vais donner l'exemple, c'est que nous, on n'avait pas les moyens d'avoir une certification et on est passé par un outil qui s'appelle Greenly. C'est une centaine d'euros par mois, mais qui nous a permis d'avoir une première justement valeur de notre empreinte carbone, qui est certes pas parfaite et pas aussi poussée justement que des certifications. Bon, je vais avancer parce que je ne voudrais pas retarder. Attends, Samy, tu ne l'entends pas, mais Guillaume parle. Ah, pardon. Il n'y a pas de souci, je te ferai le résumé tout de suite. Voilà, donc juste ceux qui veulent aller voir, j'ai mis sur le chat, ça s'appelle Greenly, je trouve ça assez intéressant et ça nous a permis de mettre un premier pied justement dans cette empreinte carbone c'est une première étape et ça permet de montrer aussi l'engagement d'un prestataire dans la dynamique justement qu'il va mettre en place sur sa stratégie RSE. Ah, Greenly, ah oui. Exactement, donc Samy, c'est... Désolé pour le problème technique. Non, mais merci Fanny, elle a écrit dans le chat. Voilà, exactement. Donc Guillaume évoquait une des solutions qu'il a pu activer qui s'appelle Greenly et qui lui permet de connaître l'impact environnemental de leurs différentes actions directement en fait. Toujours la même histoire, l'indicateur, comment on récupère la data, comment on la traite, etc. Absolument. Bien sûr. Je passe la main, Samy. Merci beaucoup et désolé si j'ai visiblement un souci technique de mon côté. Alors, effectivement, donc ça, c'est un point important, les logiques de certification ou équivalent. Et puis, c'est vrai, et même si ça peut paraître pas forcément évident, la notion d'intégration des systèmes qui permet notamment d'éviter la recopie des données. Parce qu'en fait, on sait que c'est le volume de données, la recopie et le flux des données qui aussi a une empreinte carbone très importante lorsqu'il s'agit de solutions. Le fait d'avoir des solutions intégrées permet d'avoir évidemment des accès aux données, le moins de flux possible, le moins de recopies et d'usage de volume. Et ça va avec quelque chose qui est très important, et c'est certainement quand on veut s'inscrire dans une logique de pérennité, et c'est la notion d'ouverture des systèmes, c'est-à-dire des solutions techniques, qu'elles soient hardware ou software, qui utilisent des protocoles standards ou qui deviennent des standards pour avoir une utilisation à la fois présente, la plus économique, la plus fiable, la plus ce qu'on veut, mais aussi la plus large dans le futur, puisque l'idée, c'est que on puisse s'assurer que les usages de demain pourront être pris en charge par les technologies d'aujourd'hui. Et ça passe à travers essentiellement l'usage de standards. C'est quelque chose auquel normalement j'ai envie de dire les fabricants, les éditeurs qui ont pignon sur rue s'attachent. Je pense qu'aujourd'hui il n'y en a pas un qui travaille sur des formats propriétaires, sauf à être l'inventeur d'un format qui va ensuite être repris par tous. Mais aujourd'hui, c'est la notion d'utilisation de protocoles standards ouverts
Ça doit être au cœur des démarches des éditeurs et des fabricants. Et c'est clairement un axe clé pour l'utilisabilité à long terme des solutions. Voilà. Et je rajouterais que c'est aussi un vrai sujet côté achat, de garder des solutions ouvertes et disponibles pour tous, parce qu'il y a aussi une notion de pérennité de la donnée. Si le standard dans lequel la donnée est écrite disparaît, la donnée disparaît. Demain, qu'est-ce qu'il en sera? Eh ben, écoutez, clairement, aujourd'hui, tout ce qu'on sait dire, c'est déjà, le digital n'est clairement pas la solution miracle. Ce n'est pas une solution qui va permettre de tout résoudre. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Si on digitalise le papier, on a tout résolu. En fait, non, on a transposé un problème. On a résolu la question du papier, et encore, mais on se crée quelque part d'autres problèmes sur lesquels on a souvent moins d'habitude. Donc, il est clairement question de se poser de nouvelles questions et dans ce process de réduire l'impact environnemental. Ça a été très largement commenté. Les impacts environnementaux sont des obligations, la réduction des impacts environnementaux sont une obligation légale. Alors, on peut parler du décret tertiaire, pour le parc auto, on peut parler de la loi LOM, enfin bref. Si vous cherchez un petit peu partout, vous trouvez dans toutes les nouvelles réglementations, qu'elles soient européennes ou françaises, vous trouvez toute une série d'obligations, de limitations de l'impact environnemental, que ce soit aujourd'hui ou demain, typiquement le décret tertiaire qui oblige à une réduction qui va jusqu'à, je crois que c'est 70% à échéance 2030. Donc 70% de réduction sur 10 ans, c'est un sujet qu'il faut prendre en compte dès le départ. Mais typiquement, aujourd'hui, les calculs incluent peu de cet impact environnemental, les calculs incluent peu le digital, et on considère qu'à partir du moment où c'est stocké quelque part, eh ben, ce n'est plus un impact environnemental. C'est faux. Samy a montré dans ses explications sur le fait, ne serait-ce que des doublons d'informations, bien, on double l'impact environnemental. Combien s'assure d'avoir l'information seulement une seule fois? C'est aussi simple que ça, et en fait, ça ne l'est pas du tout. Une fois de plus, on n'annule pas un problème, on le transpose dans un autre domaine. La baisse de l'impact environnemental a de multiples solutions. Et là, j'ai vu dans le chat différentes questions qui étaient posées sur la manière dont on devait quelque part organiser les sujets en fonction des impacts. En fait, la bonne question, c'est d'une entreprise à l'autre, il y a des sujets très différents. Alors, il y a des classiques. Le parc auto, c'est un grand classique, mais là, je dirais la loi, laisse assez peu de latitude à beaucoup d'évolutions. Les 10% de voitures électriques dès aujourd'hui et à échéance, bref, voilà. Toutes ces choses-là, c'est dans la loi. Et ce n'est pas tellement digital. Par contre, en termes de digitalisation, par exemple, la facture qui a été évoquée est clairement quelque chose qui est obligatoirement digital. Donc, que ce soit un sujet digital ou pas, l'ensemble des lois et des démarches aujourd'hui de l'environnement de travail nous amènent à avoir une démarche de réduction d'impact sur l'environnement. Et donc, les DET sont très directement concernés par ces sujets au quotidien. Pourquoi? Parce que toutes ces données, que ce soit la manière dont on pilote un bâtiment, que ce soit la manière dont on gère une flotte auto, ou la manière dont on stocke des plans, toutes ces données, toute cette manière de faire se doit, de réduire l'impact environnemental, 2, très souvent sont ou vont être digitalisées. Donc l'idée, c'est dans les deux cas d'être capable de travailler sur ces sujets, soit à leur création, soit en cours de vie, pour réduire cet impact environnemental. Et une fois de plus, on ne supprime pas les problèmes, on les transpose. Voilà, j'espère que nous n'avons pas été trop longs. Et ben, je dirais maintenant, on va essayer soit de répondre des questions du chat, soit si vous avez d'autres questions, ce sera avec grand plaisir. Donc, moi, je vais reprendre différentes questions du chat, si vous permettez.
Il y a plein de choses, hein, il y a plein de choses intéressantes. Merci de la transposition, là c'est mieux. Par exemple, il y a une question qui a été posée sur les GTB. Il y a aujourd'hui une obligation pour les bâtiments d'être équipés de GTB. Enfin, quand je dis aujourd'hui, je crois que c'est 2021. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre ce sujet, Fanny? Je te vois sourire. Non, tu prends pas? Bon, bah, je vais prendre alors. Non, je te le laisse. Ah, c'est gentil, merci. Bon, bah voilà. Donc, ce qui se passe, c'est tout simple. C'est qu'en fait, énormément de bâtiments. Alors, classiquement, un bâtiment, vous avez un propriétaire et différents locataires dans le bâtiment. Celui qui gère le bâtiment et donc, quelque part, celui qui peut décider ou non de mettre une GTB, c'est le propriétaire. Quand ce sont des grands bâtiments, la question ne se pose pas. La technique oblige à. Mais dans beaucoup de cas, il y a des bâtiments qui n'ont pas de GTB et on a un système de gestion de chauffage d'un côté, etc. La loi, justement, pour pouvoir appliquer le décret BAX dont on parlait tout à l'heure, et le décret tertiaire, enfin bref, la loi BAX et le décret tertiaire, excusez-moi, oblige à mettre en place une GTB qui est normalement un ordinateur qui va être en mesure de contrôler le bâtiment dans ses différentes composantes, que ce soit la lumière, que ce soit le chauffage, que ce soit le volume d'air neuf, bref, toute une série les contrôles, les gestions des énergies de manière générale, l'arrivée d'eau, enfin bref. L'idée étant, en général, d'être en mesure de réduire les consommations. Par exemple, il est classique aujourd'hui d'avoir des détecteurs de présence pour allumer la lumière, par exemple dans des toilettes. Eh bien, on peut, avec une GTB, associer le fait qu'il y ait une présence d'un humain et l'arrivée d'eau. Ce qui veut dire, et vous le verrouillez par une électrovanne. Quand vous associez les deux, ça veut dire quoi? Si vous avez une fuite d'eau quelque part, elle n'aura lieu que quand il y aura un humain dans la pièce. Et vous ne vous retrouvez pas au bout d'un week-end avec des hectolitres d'eau répartis sur votre immeuble. Au-delà de l'accident que ça représente, l'impact environnemental n'est pas neutre. Voilà, une petite chose toute simple qui est facilement gérable avec une GTB. Sans GTB, vous ne pouvez juste pas faire ça. Ou de manière, en fait, si un petit peu, mais c'est beaucoup plus compliqué. Voilà un exemple. Donc, la loi a toute une série d'obligations. Les solutions à mettre en œuvre, comme ça a été dit, ne sont absolument pas écrites. C'est tout à chacun en fonction de ses sujets, ses obligations, sa typologie d'entreprise, de bâtiment, d'impact environnemental de manière générale, eh bien, se doit de non seulement y réfléchir, mais ensuite de mettre en œuvre des solutions. Ce qui est obligatoire, c'est le résultat, pas la manière d'y arriver. Voilà. Je rajouterai une dernière chose, c'est que la GTB est également une excellente source d'information qui permettra de récupérer de la donnée sur l'usage du bâtiment, etc. Ce qui permet par ailleurs d'optimiser d'autres fonctionnements. Donc l'optimisation ne se limite pas uniquement sur l'impact environnemental. Et c'est aussi un des points de la digitalisation, enfin la numérisation et la digitalisation. Et voilà, j'ai réussi à me tromper, merci Guillaume. Mais l'idée derrière ça, c'est quand même d'être en mesure d'apporter du plus. Avec autant, en version papier, on ne peut pas croiser les informations. En version numérique, on peut très facilement croiser les données et amener plus de solutions qu'il n'existait absolument pas en version moins numérisée. Voilà. J'espère avoir été complet sur la question. Alors, j'ai vu une question sur l'ISO 27000. Non, j'ai vu une question, je voudrais parler des achats, les obligations achats qui étaient très intéressantes aussi. C'était effectivement un oubli dans les réglementations sur l'aspect achat. C'est-à-dire que on avait l'obligation d'exploiter en limitant au maximum l'impact environnemental, mais les achats n'avaient aucune obligation et pouvaient se contenter de regarder le prix. La réglementation, alors je vais dire une bêtise sur le nom de la réglementation européenne, mais bon, pour moi, c'est depuis début 2023, mais je regarde nos amis, je ne vois pas de gens qui disent le contraire, donc voilà, très bien, on va faire comme ça, qui impose de prendre en compte l'impact environnemental et en particulier le CO2, et là je reviens sur ce que disait Samy, sur le côté transport, etc., pour la sélection d'un produit.
et avec des notations très précises. Bref, les achats ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent et viser uniquement le prix. Là, il y a obligatoirement un élément de note non négligeable concernant l'impact environnemental. Là aussi, c'est une obligation. Mais on n'est pas complètement sur le digital là, mais voilà, c'est l'idée générale. Donc, oui, l'ISO 50001. Qui peut nous parler de l'ISO 50001? Fanny? Non plus? De manière générale, alors je vais faire une réponse non pas sur l'ISO 50001, mais je vais répondre sur, de manière générale, les différentes certifications qui, d'une manière ou d'une autre, ont vocation à réduire l'impact environnemental, le 48 000, etc. Bon. Par principe, une certification, c'est d'abord et avant tout faire une photo de ce qu'on a, de mettre une cible et de voir de quelle manière on l'obtient dans différents domaines. Là, la cible, dans tous ces domaines-là, c'est l'impact environnemental. Clairement, l'idée, c'est de réduire les consommations. Donc, en fait, tout ce qu'on dit là, que ce soit sous la forme d'une certification, on pourrait parler d'un BREEAM, etc., c'est la même, tout se construit sur la même logique, en fait. Si on fait un progrès sur un sujet, on progresse sur les autres. Que ce soit vers l'impact, le décret tertiaire ou autre, on progresse dans les deux cas. Mais on s'éloigne du digital, parce que ce n'est pas que du digital, loin s'en faut. Peut-être que Thierry, Vas-y, si complète. je peux me permettre, c'est juste de Bien dire, sûr. c'est que, parce que je prends le point sur le fait que Hervé disait, oui, c'est facile d'obtenir une certification ISO 50001. C'est vrai. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en revanche, c'est un petit peu comme les crash tests pour les voitures. Hein. C'est-à-dire que d'année en année, les normes évoluent, les seuils évoluent, et donc c'est un cheminement. Encore une fois, là aujourd'hui, c'est relativement simple. De toute façon, mettre en place des plans de progrès avec les années de référence. Allez, j'ai envie de dire que c'est fait pour être facile, parce que si c'était compliqué, peu d'organisations pourraient se mettre dedans. Le fait que ce soit facile, tout le monde est amené à jouer le jeu rentre dedans. Et puis ensuite, c'est comme toujours, on descend les seuils. Pardon. Et pardon. Les efforts sont de plus en plus difficiles à faire. Mais l'objectif va permettre d'avancer. J'en perds mes moyens. C'est Guillaume qui m'a contaminé. T'as ton micro coupé, Samy. Oui, je viens de le couper parce que je sentais qu'une quinte. Ah, d'accord, pardon. Mais c'était juste pour illustrer le fait que oui, c'est un processus qui est long, et on n'en verra pas le bout probablement. Hein, c'est intéressant, mais au début c'est facile, et puis ça va devenir de plus en plus engageant, de plus en plus difficile. Et c'est un petit peu comme toujours, hein, les 10 derniers pourcents sont toujours les plus difficiles à atteindre, et donc quand on sera là, on sera sur des projets. C'est pour ça que juste la réduction finalement des consommations d'énergie, ça n'est que un des axes. On sait aussi que l'optimisation de l'usage des bâtiments, c'est un des axes. Mais après, on passera par une phase de travaux, et ensuite il y aura d'autres choses qui arriveront. Tout à fait. Alors, il y a justement Hervé qui rajoutait une question sur l'aspect de GTB, mais avant ça, je voudrais juste faire un petit point. A priori, Zélie avait un commentaire où, quand j'ai parlé de 2023, elle parlait de 2025 pour la réglementation européenne par rapport aux achats. Donc, je vais faire un pas en arrière et je dis, bon, OK, 2025, j'achète. Je ne suis pas complètement certain, elle semble l'être. Ah non, par rapport au décret BAX. OK, bon, alors 2023 pour les achats. Alors, on va revenir là-dessus. Ça marche. Alors maintenant, je vais rebondir sur... ça y est, j'ai perdu mon fil, moi. Oui, il était question d'aller plus loin. Donc, c'est Hervé qui posait ça comme question. Il disait, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin qu'une GTB et aller vers un BOSS ou un BIM? Alors, oui, bien sûr. Qui peut le plus, peut le moins. Mais après, la question, c'est est-ce qu'on ne prend pas un marteau-piqueur pour écraser une mouche? Le BIM correspond à un besoin, correspond même à certaines obligations, mais ne correspond pas toujours à de l'exploitation. Le fait d'avoir un BIM va être un moyen
de collecter plus d'informations ou de concentrer plus d'informations à un seul endroit pour pouvoir l'exploiter de manière différente. Mais la bonne question, c'est par exemple de quel niveau de BIM on parle. Je rappelle qu'un BIM, niveau 1, c'est juste la structure, c'est le béton, en fait, ça ne bouge jamais. 2, c'est les cloisons intérieures. Et 3, ça va jusqu'au siège et aux prises. Aujourd'hui, à ma connaissance, des niveaux 1, c'est l'obligation légale. Il y en a plein partout. Mais une fois que c'est fait, personne ne s'en sert. 2, les niveaux 2, ça existe, mais il y en a très, très peu. Et généralement, quand on parle des coûts de mise à jour, ça pose d'autres difficultés. Et à ma connaissance, des 3 en France, j'en connais pas. Donc, concrètement, quel va être le gain d'un BIM sur l'impact environnemental? Pas super évident. D'un BOSS, plus. Mais d'un BIM, je ne suis pas complètement... alors, alors désolé. Hein. Alors, je lis pour ceux qui ne voient pas le chat, c'est qu'en fait, la question, la remarque sur les 70%, est-ce que c'est atteignable? Alors, la loi n'a aucun doute là-dessus, c'est atteignable, c'est même une obligation. Qu'est-ce qu'il en est exactement? J'en sais rien. Je pense que certaines entreprises y vont très facilement. Et je connais même certaines qui ont trouvé le moyen d'externaliser leur data center et de considérer que à partir de là, ils avaient déjà, vu qu'elle avait déjà largement réduit la consommation électrique et qu'elle était chez un prestataire externe, ils avaient déjà fait 40% des 70. Voilà, chez certains, c'est très facile d'atteindre les 70. Mais c'est clairement pas le cas de tous. Non, mais après, tu vas être redevable de toute la chaîne de production. Oui, mais pas pour les mêmes niveaux. Tu as raison. Voilà, mais l'obligation de 70, c'est pour un bâtiment. C'est quand tu externalises le problème, quelque part, certains le jouent comme ça. Mais c'est un vrai sujet, hein. Restons clairs. Bien sûr. Et peut-être pour répondre, moi je pense qu'il n'y a pas de... tu l'as dit, Thierry, qui peut plus, peut le moins. Je pense que oui, mettre en place un BOSS dans certaines organisations, c'est tout à fait souhaitable. D'avoir une meilleure connaissance d'ailleurs, au sens large, de son patrimoine immobilier, d'être capable d'avoir une lecture fine de son référentiel technique, pour prioriser les actions, oui. Tout ça, oui, ça passe par là. Je pense que le BIM est aussi une source d'information. Après, pour rejoindre ce que tu disais Thierry, les organisations pour qui c'est plus simple parce qu'elles ont tout simplement déjà les moyens d'atteindre ces objectifs, et pas seulement les moyens financiers, mais aussi la taille critique, les ressources, les compétences internes, le temps. Ils ont déjà peut-être eu le temps de mener des études en amont. Et puis il y en a pour d'autres, ça va être attraper le train en marche. Pour ça, je disais oui, commencer humblement au début, ça c'est certain. Peut-être que ça aidera tout le monde. Et puis, ça n'empêche pas d'être ambitieux et d'aller plus loin. Et heureusement pour nous, d'ailleurs, il y a des organisations qui sont ambitieuses et qui ont aussi qui ont pris de l'avance. On le disait en préparation de ce webinaire, aussi bien les États-Unis que le Japon ont déjà intégré dans leur système de notation financier, notamment le SOX et le GICSOX, déjà des éléments de développement durable. Et ça, c'est quelque chose qui va être repris aussi en Europe, et on n'y échappera pas. Donc, de toute manière, encore une fois, le sujet, il est aujourd'hui, il est essentiel, et il va demain être un sujet qui va aussi rentrer en ligne de compte quand il s'agira de la valorisation de nos organisations. C'est ça, et c'est clairement le sens de l'histoire. Donc, pour revenir au point, la question, c'est pas de savoir si on doit y aller, la question, c'est comment on va y aller. Moi, je compléterai un petit point également, c'est qu'un BIM, un BOSS ou tous ces systèmes-là, quelque part, c'est pas parfait. Ça amène des réponses, ça amène des solutions, ça amène des réductions de consommation, mais ça amène aussi du matériel en plus. Et on a parlé de la problématique du recyclage des produits électroniques. Ça amène de la data à stocker, à conserver, à redonder, etc., qui amène également d'autres problématiques. Bref, il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des solutions plus ou moins pertinentes en fonction des différents problèmes qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'il faut juste regarder la chose par rapport à son angle et voir de quelle manière on peut être le plus pertinent possible, et aujourd'hui et demain. Oui, un BIM installé pour le prestataire. Ouais. Quel danger pour la propriété des données?
Ah, alors là, je vais le prendre celui-là aussi. La propriété des données, c'est un vrai, très gros sujet, largement sous-estimé par beaucoup. L'idée que beaucoup se font, c'est qu'à partir du moment où ils sont à l'origine de la donnée, elle leur appartient. C'est faux. C'est faux. La propriété de la donnée est toujours un sujet sensible. Est-ce que c'est celui qui génère la donnée qui en est propriétaire? Est-ce que c'est celui qui la stocke? Est-ce que c'est celui qui peut y avoir accès? Bref, il peut y avoir, ou qui la traite à un moment donné. Si ce genre de choses ne sont pas clarifiées par contrat, vous êtes sûr que vous avez des problèmes. Donc, tous vos contrats, de base, moi, mon conseil, c'est de dire que précisément, la donnée que vous gérez vous appartient. Ça vous permet, par exemple, de passer d'un prestataire A à un prestataire B sans devoir repayer l'ensemble des données qui vous appartiennent. Par exemple, une mise à jour de DOE pour ne rester que sur des classiques. Voilà. Donc, oui, l'important de la propriété de la data est un vrai gros sujet. J'ai sans doute raté des questions. Est-ce que certains d'entre vous pourraient soit reprendre les questions déjà posées, soit oui, alors il y avait quelques commentaires sur la question de l'obsolescence. Je vais un petit peu vite peut-être. L'obsolescence des matériels et des données. Alors les matériels, on en a parlé tout de suite. C'est un vrai sujet dans tout ce qui est digital. Très clairement, les évolutions de produits font une obsolescence très rapide. Moins rapide encore que par le passé, mais quand même, ça fait aujourd'hui un serveur, ça dure rarement plus de 3 ans. Un PC, ça dépend lesquels, mais si tu veux un data center, il change au bout de 2 ans. Hein. Donc, clairement, oui, il y a peut-être des serveurs qui survivent 4 ou 5 ans, mais de manière générale, le hardware et la redondance du hardware, on ne sait pas trop quoi en faire. À part les revendre à un broker qui va vendre ça au poids, la notion de redondance, etc., on cherche juste à récupérer un peu l'or qui est dedans et tout le reste, quand Fanny parlait des métaux rares, etc., clairement, aujourd'hui, on ne se pose absolument pas cette question. Malheureusement, on ne fait que piocher dans les ressources naturelles. Aujourd'hui, quand on veut du cobalt, on va le chercher à la mine. Même si c'est les enfants qui creusent, ça n'a pas l'air de déranger grand monde. Alors que concrètement, on devrait quand même se poser la question de récupérer le cobalt des batteries et autres que nous avons et qui serait quand même un excellent moyen de réduire l'impact environnemental. L'autre volet, c'est évidemment la question de la data. Et une fois de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, la data est une source de consommation. Par exemple, par le data center dans lequel les éléments sont stockés, vont être une consommation d'électricité, évidemment, absolument énorme, mais pas seulement, d'eau, par exemple, qui vont faire que globalement, on va avoir par exemple, en termes d'achat, c'est pour revenir à une des questions posées, si vous choisissez un data center qui s'approvisionne avec une électricité verte, dans l'absolu, ce sera plus vertueux que son concurrent qui, lui, ne le fait pas. C'est un des exemples. Donc oui, dans toutes ces actions de numérisation, il y a en permanence toute une série d'éléments liés à l'obsolescence de la data, l'obsolescence des matériels et, de manière générale, l'impact environnemental que ça peut avoir. J'ai oublié une question, Samy? Non, je pense que tu as fait le tour des questions. Vu qu'on est plutôt sur la fin, est-ce que nous avons quelques dernières questions? Mais de rien, Patrice, c'est un plaisir. Alors, je vois Hervé qui est visiblement oui, mais tout ça, c'est extrêmement vrai. Le problème, c'est que, alors, pour ceux qui l'ont pas vu, pardon, l'idée, c'est de dire, c'est pas collecter toute une série de données par de la GTB, des BIM ou autre, c'est ensuite savoir l'interpréter, l'optimiser, etc., etc. C'est absolument vrai. Ce qui veut dire que tous nos métiers évoluent vers plus de technicité et autres. Tout ça, c'est exact. Mais combien de DET ont des formations leur permettant de travailler sur un BIM? Combien Je ont... Oui?
Thierry, tu vois, Dis- je pense que là, c'est un sujet qui est effectivement très vrai, mais qui dépasse le cadre même quasiment de nos métiers. Oui. Est-ce que véritablement c'est au DET d'interpréter ces données? Moi, je suis pas à 100% certain. Je pense que Mhm. ça fait partie dans tout ce qui va être data scientist ou tout ce qui va être analyse et exégèse de la valeur qui est contenue dans les données. Ça fait partie de l'expertise, notamment solutions, que ce soit par des conseils, des cabinets conseils, des softwares, des logiciels ou certains outils techniques qui proposent des processus automatisés. Je pense que c'est Voire de cette l'IA. surcouche. Et d'ailleurs, ça fait partie aussi de l'évolution de la législation autour de tout ce qui va être le traitement de données. Il faut savoir que aujourd'hui, l'Union européenne est en train de consacrer une réglementation qui tente à ne pas donner de la valeur intrinsèque à la donnée, mais donner de la valeur sur tout ce qui va être la couche d'exploitation de la donnée. Demain, les données ont vocation à être très open source et interopérable. Et la vraie valeur, elle est dans l'exploitation de ces données. Et je pense qu'effectivement, chacun surtout, je ne vais pas rester à sa place, mais bien se garder de vouloir tout inventer. Il y a des métiers, il y a des gens qui doivent proposer des processus et de la valeur ajoutée aux consommateurs. Et c'est là que le DET, lui, il doit être capable de bien comprendre ce que propose tel ou tel acteur et de savoir comment ça sert son projet. Parce que ça répond un petit peu. Oui, bien sûr, Patrice, le DET doit avoir aussi une compréhension, mais je pense que c'est plus par l'objectif poursuivi. Alors, ça peut être avec une étude en amont, avec des cabinets conseils, définir les axes d'amélioration. Chacun y amène aussi sa patte et son ambition. Et puis ensuite, d'aller piocher les technologies, les solutions qui existent sur le marché et qui apportent une valeur et qui permettent d'atteindre les objectifs qui sont poursuivis. Oui, je compléterai en disant aussi que quand même, dans les métiers des DET, dans les connaissances que doivent avoir les DET aujourd'hui, clairement, le digital ne peut absolument pas être mis de côté. C'est clairement un élément central de la connaissance que doit avoir le DET, pas obligatoirement d'être un ingénieur, mais d'avoir suffisamment de connaissances pour être en mesure d'évaluer une solution qui est proposée, d'évaluer la pertinence de tel ou tel prestataire par rapport à tel et tel digitalisation ou externalisation de traitement. Tout ça, c'est clairement un métier, une des branches du DET qui n'existait peut-être pas il y a 15 ans, mais qui aujourd'hui est clairement au centre de nos métiers. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il nous reste. Alors, on va prendre une dernière question s'il y en a une. Bon, je ne vois pas apparaître. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose. Ah, Guillaume qui réussit avec des liens. Merci, Guillaume. Je peux en parler, mais je peux taper, c'est bon. Parce que malheureusement, Guillaume a réussi à attraper un rhume ou assimiler. Donc voilà. Merci Guillaume en tout cas de ton effort. Donc l'idée générale sera donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que, alors voilà, dernière question, donc est-ce que c'est de la responsabilité d'une direction générale ou du DET? Concrètement, pour moi, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est une obligation qui vient vers l'entreprise et qui ensuite se décline vers différents niveaux de hiérarchie et de fonctionnement dans l'entreprise, dont le DET. Très clairement, le DET ne peut absolument pas ignorer la réglementation, ne peut absolument pas ignorer les axes d'amélioration ou la valorisation de son entreprise, comme le cite SAMI. Donc, clairement, c'est une responsabilité à l'intérieur de l'entreprise et je ne serais pas surpris que dans certaines, dont une que je connais, où la notion d'impact environnemental est un élément totalement central et majeur dans l'évaluation de chaque personne, de son activité, de son fonctionnement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un sujet. On peut faire tout ce qu'on veut et trouver tous les biais possibles. C'est un sujet et le digital est clairement un sujet central dans la réduction de l'impact environnemental. Maintenant, et comme on l'a dit, ce n'est absolument pas la pierre philosophale et on remplace certains problèmes par d'autres qu'il faut connaître. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose, merci à tous pour votre participation. Oui,
Patrice, je confirme, il y a encore un peu de boulot. On n'est pas au bout du chemin. Oui, oui, absolument. Donc, merci à tous. Merci à toute l'équipe du Club Digital pour votre participation particulièrement active. Merci à tous, toutes les personnes qui ont pu venir se joindre à nous et à ceux qui le voient en replay. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Bonne soirée.